Le 18 avril 1942, l'amiral Darlan est remplacé par Pierre Laval comme chef du gouvernement de Vichy, ce qui aura pour effet de durcir encore la coopération avec l'Allemagne nazie, en anticipant ses désirs, le tout sur fond de combats anti-bolcheviques. L'Allemagne, manquant cruellement de main-d'œuvre pour faire tourner ses usines d'armement, oblige les gouvernements des pays occupés à pourvoir à ces manques. C'est ainsi que Pierre Laval instaure la relève, le 22 juin 1942, basée sur le volontariat, puis devant le faible succès, le STO, service de travail obligatoire, le 16 février 1943. Très impopulaire, appelé par tranche d'âge, beaucoup y seront réfractaires. Mais au total en France, entre juin 42 et août 43, 600 000 hommes partiront en Allemagne. On estime que plus de 25 000 y perdront la vie. Bombardements alliés, maladies, conditions de vie, ou fusillés, décapités pour actes de résistance. Cette conscription de travailleurs pour l'Allemagne favorisera la résistance, la création des maquis, l'opposition et les haines de toutes sortes envers l'occupant. La résistance à l'ennemi est déjà active bien avant les lois Darlan dans la région de Péronne. À Cléry, Anne-Marie Vion, 18 ans, par bonté naturelle et de par la situation géographique de son habitation, aide. Elle est arrêtée le 22 octobre 1941 pour avoir servi de boîte aux lettres à des prisonniers de guerre du camp du Quinconce, fait passer en barque la Somme et avoir hébergé des résistants. Elle mourra en déportation au camp de Ravensbrück le 3 février 1945. Dans la campagne, des meules de paille destinées à l'occupant brûlent. En août 1943, des granges pleines de récoltes brûlent encore. 8 résistants sont arrêtés. Internés à la prison d'Amiens, ils pourront s'enfuir lors de l'opération Jéricho, bombardement de la prison le 18 février 1944 par les Anglais. Septembre 1943. Pour d'autres affaires, d'autres encore seront interpellés et emprisonnés. À Péronne, ce seront Henri Anglard, pharmacien, et ses 2 fils. Libérés après quelques mois de forteresse, ils se mettront prudemment en réserve. Dans le courant de 1943, un centre d'apprentissage s'installe au Quinconce dans les anciens baraquements du front Stalag 204. L'inauguration aura lieu le 14 octobre, en présence de tous les notables de Péronne et de la région. Sous le portrait du maréchal Pétain, ce centre d'apprentissage, imposé par le gouvernement de Vichy, où la discipline est calquée sur le modèle de l'armée, a permis à de jeunes élèves d'acquérir des connaissances techniques indispensables, et aussi à quelques maîtres d'échapper au STO. Ici, nous voyons l'atelier de menuiserie. Dans ce centre d'apprentissage du Quinconce, le sport militaire est aussi de rigueur. Que les sourires enjoués de ces jeunes apprentis devant cette clôture de barbelés ne nous fassent pas oublier que des prisonniers français ont séjourné dans ces lieux, le front Stalag 204, jusqu'en janvier 1941, et qu'ils sont toujours privés de liberté en Allemagne. Le compositeur et chef d'orchestre, Hans Felix Usadel, 1897-1964, réforme et modernise la musique militaire allemande.
C'est peut-être en souvenir de la Grande Guerre qu'il compose durant le second conflit la marche de Péronne. Péronne marche. En voici quelques mesures. Usadel a créé plus de 300 compositions et arrangements, y compris des marches, des ouvertures, des suites et des pièces pour concert. La musique marche de Péronne n'est qu'une courte récréation musicale. La résistance à l'ennemi se structure et les terroristes, recherchés. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le 11 novembre 1943, les résistants bravent l'interdiction et défilent devant le monument aux morts de Nesle. Et le soir même, les cuves de la distillerie de la ville sautent. Reconnus, ils seront interrogés et un temps soupçonnés. Les arrestations vont suivre. Pierre Leroy sera fusillé à la prison d'Amiens, son épouse emprisonnée, sa fille déportée et rapatriée en 1945. Roger Clavel mourra en déportation. Le maire de Nesle, Denis Longuet, et Serge Dumont, internés à Amiens, seront tués le 18 février 1944 lors du bombardement de la prison. Alfred Terreux, Noël Guillemant, Michel Péquet seront déportés et reviendront. D'autres encore seront emprisonnés. Dans cette affaire, André Dodard, alias Seigneur, proche du groupe de Nesle, fondateur du BOA de Péronne et dans le civil responsable du service de ravitaillement cantonal, quitte rapidement avec sa famille le domicile qu'il occupe à la Chapelette. Bien lui en a pris. Sa maison sera encerclée le lendemain. Sous les alias Marius, Seigneur, Rivière, Renoir, Le Sueur, André Dodard continuera la lutte clandestine dans les secteurs de Soissons et de Château-Thierry. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les hirondelles volent bas ce soir. C'est le message reçu de Radio Londres le 12 mars 1944 pour annoncer l'atterrissage cette nuit à Maurepas d'un avion venant d'Angleterre récupérer 3 membres des forces françaises libres, parachutés dans la Somme quelques mois auparavant. André Hopsemer, habitant de Maurepas, et les 3 militaires gagnent le lieu prévu sur le territoire de la commune. Quand ils sont encerclés, sans nul doute, ils ont été dénoncés. L'avion anglais est entendu, mais en l'absence de balisage, il ne se posera pas. Après interrogatoire, tous les 4 seront déportés. Gravement malade, André Hopsemer reviendra à l'armistice, pour décéder le 16 juin 1945. Les 3 militaires, un seul survivra. Du 2 mars 1944 jusqu'à la Libération, le groupe BOA, commandé par le lieutenant Géopuil, alias Hubert, récupère les armes parachutées pour les résistants. 6 terrains seront utilisés pour 7 parachutages assurés par 10 avions britanniques. 2 juin, sur Créole, nom de code du terrain de Maurepas. Un avion allemand se présente. Il est pris pour l'avion anglais. Des signaux lui sont envoyés à tort. Il mitraillera le terrain, sans faire de victimes. Nuit du 5 au 6 juillet. Après le parachutage sur altitude au sud de Frise, une partie des armes cachées est découverte le lendemain. 12 résistants seront déportés. 2 pourront s'échapper du train. Les autres reviendront à la fin de la guerre. Le plan Paul prévoit le parachutage d'une division aéroportée alliée au nord de la Somme, au cas où les Allemands installeraient une défense sur le fleuve après le débarquement. Des résistants couvrant l'opération. Ils sont ainsi armés.
Le 29 avril 1944, une forteresse volante Boeing B-17G, après avoir bombardé Berlin, est touchée par la flaque. Elle est contrainte d'atterrir en catastrophe sur le ventre, dans un champ à proximité de Sailly-Saillisel. Son équipage, composé de 10 membres, pris rapidement en charge par des résistants, connaîtra des fortunes diverses. 7 s'évaderont, et 3 seront faits prisonniers. Un résistant, Joseph Traudet, de Cartigny, décédera en déportation pour avoir hébergé un de ses aviateurs. L'écoute discrète de Radio Londres, malgré l'interdiction et les brouillages, est fréquente chez les Peyronais, qui ne font aucune confiance aux informations transmises par Radio Paris. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Le 6 juin 1944, tous les Peyronais ont l'oreille collée sur le poste de TSF pour écouter les dernières nouvelles de la BBC. Ici Londres. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Front occidental. Les dépêches de dernière heure concernant les débarquements alliés sur les côtes françaises annoncent que les Alliés y ont établi des têtes de pont et que de nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. La plupart des batteries côtières ont été réduites au silence. Des pilotes en vol de reconnaissance déclarent que les Alliés avancent à l'intérieur des terres. Déjà depuis quelque temps, des alertes aériennes nous contraignent à nous réfugier aux abris. Les escadrilles en formation serrée volent haut dans le ciel. Ils bombardent l'Allemagne, comme on le dit pudiquement, mais aussi avec de l'amertume, des usines françaises, jusqu'au jour où l'on entend des déflagrations. C'est le terrain d'aviation de Mons-en-Chaussée qui est visé. Hier c'était Méholt, où les Allemands font entretenir leurs avions. Le 15 juin, c'est maintenant Péronne qui est touché. Les Alliés visent le pont du chemin de fer de la Chapelette. Henri Scheffer est tué. Ce sera le premier mort. Le 13 août, vers 9 h du soir, après environ 18 bombardements, 4 morts et de nombreux blessés, dont certains décéderont à l'hôpital, le pont du chemin de fer saute définitivement, en laissant le pont routier intact. Paysage lunaire, tout le quartier est bousculé, l'écluse du canal, le silo agricole, de nombreuses maisons sont détruites, les dégâts sont considérables. Pour combler les trous, réparer les voies, un ordre allemand impose début juillet 1944 la réquisition de nombreux travailleurs. Guy Savary, dans son ouvrage « Péronne, la vie municipale entre les deux guerres mondiales et sous l'occupation 40-44 », auquel j'ai emprunté beaucoup de références pour réaliser ce document, nous y narre sa réquisition personnelle et la façon dont les travaux ont été exécutés. Désolation à proximité du silo agricole. L'écluse du canal, après le passage des bombardiers. Les Alliés visent aussi les nœuds de communication, les moyens de transport. Les avions maraudeurs, sans objectif géographique précis, mitraillent et lâchent leurs bombes sur tout ce qui roule, tout ce qui paraît suspect. Et c'est ainsi que le 13 août 1944, à 9 h du matin, un wagon de munitions rempli de chédite explose sur les voies en face du boulevard du Sud-Est. Le cratère est béant, la déflagration est énorme, des toitures, des cloisons intérieures, des huisseries sont soufflées, toutes les vitres de la ville volent en éclats, et aussi quelques-unes à Cléry, Douin, Ménilbrintel.
La photographie de gauche nous présente le nuage de fumée de l'explosion vu de la chambre de commerce. À droite, les dégâts à la gare. Le docteur Daniel Boinet, maire désigné, relatera dans le bulletin municipal de 1974, où il est maire adjoint, ces heures sombres. L'occupant me demande des hommes pour les travaux, remise en état des voies. Je lui réponds qu'il n'y en a pas, et personne ne vient. Par représailles, je suis conduite entre deux soldats armés sur la voie de chemin de fer, entre les gares de Péronne et de la Chapelette, avec ordre de rester là, seul, toute la journée, menacé une fois de plus de déportation. À la première alerte, je disparais. Personne n'est allé me contrôler, et pour cause. Et tous les jours on entendra voler des avions alliés dont la maîtrise du ciel est incontestable. Une fois le pont du canal détruit, Péronne sera épargnée des bombardements. Mais les voies ferrées, la gare de Chaulnes, la sucrerie d'Eppeville et surtout le terrain d'aviation de la Loutoir fameuse en chaussée recevront encore des bombes et seront mitraillés. Le 15 juin, coup très dur pour la résistance. 7 membres du groupe BOA sont arrêtés. Il s'agit de Jérôme Leborgne, Léon Verrier, Léon Belair, René Van Dyck, William Poivre, Roger Corne, Raoul Blériot. Tous seront déportés. Il n'y aura qu'un seul survivant, Raoul Blériot. Très affaiblis, William Poivre et Jérôme Leborgne connaîtront la libération des camps, mais ils décéderont rapidement. Pour connaître tous les détails de la résistance dans la région, nous vous recommandons l'ouvrage du colonel Géopuil, Services spéciaux et réseaux Picard, le BOA de la Somme, 1939-1945. C'est dans cet excellent document que nous avons puisé de nombreuses informations sur la résistance. D'autres Péronnais encore qui refusent la défaite. Jean Teuf, militaire démobilisé à l'armistice, un des tout premiers membres de l'armée des ombres, il agit au profit du renseignement britannique. Il sera arrêté chez sa mère à Sainte-Radegonde le 15 juillet 1942 et sera fusillé au Mont-Valérien le 30 novembre suivant. Une rue de Péronne honore sa mémoire. Maurice de Villers, capitaine FFI. Réfractaire au service du travail obligatoire, il rejoint les FTP du Morbihan et participe à de nombreux accrochages avec les troupes allemandes. Il sera tué au combat dans la région de Pontivy le 14 avril 1944, alors qu'il participait à un violent engagement. Son nom sera donné à l'une des plus vieilles rues de la ville. Vers la fin juin 1944, la FEL gendarmerie s'installe à l'extrémité est de la rue Saint-Sauveur. La résistance pose alors une rangée de crève-pneus à proximité des bureaux, puis repart dans la nuit. Un véhicule allemand passe, un pneu éclate. Le chauffeur perd le contrôle de son engin qui vient s'encastrer dans une maison. Croyant à une attaque à la grenade, les FEL gendarmes réveillés arrosent à l'arme automatique les abords immédiats. Dans la nuit du 20 au 21 août 1944, la résistance envisage de poser des crève-pneus sur la route de Péronne-Bapaume. Se déplaçant à travers champs, l'homme de tête distingue des ombres proches de la route nationale, suivi d'un halt Verda qui ne laisse aucun doute sur la nationalité. Instinctivement, il appuie sur la gâchette de sa Sten, mitraillette. Un autre Allemand riposte. Il est aussi neutralisé. Mais il aura blessé René Damelincourt qui reçoit une balle dans la cuisse gauche. Puis toute l'équipe se replie. Soigné en cachette, René Damelincourt se rétablira bien vite.
Il y aura plusieurs tués chez les feldgendarmes, et le maire Daniel Boinet sera menacé d'être pris en otage avec 30 personnes si on ne retrouvait pas les terroristes. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1944, un groupe de FTP du Pas-de-Calais d'environ 25 résistants, rejoignant un maquis des Ardennes, séjourne clandestinement à Escourt-le-Bas dans la grange de la ferme de monsieur et madame Villetard. Vers 4h30 du matin, les bâtiments sont encerclés. Un sanglant combat s'engage pendant 2 heures. Bilan, 3 FTP seront tués, 5 seront blessés, 3 seront fusillés à Seclin le 4 août 1944. 5 seront libérés le 1er septembre. Les autres, déportés en Allemagne. La famille Villetard sera inquiétée, mais faute de preuves, laissée en liberté. Suite à des soupçons et à des délations, la FEL commandanture d'Albert envoie des troupes à Dompierre le 16 juillet 1944. Pendant l'opération, une arme est subtilisée à un Allemand. Un camion de la Gestapo est immobilisé par le tir d'un résistant. Revenus en force, il y aura 1 mort et 17 arrestations. Tous seront dirigés à la prison d'Amiens et la plupart déportés en Allemagne, où ils connaîtront des fortunes douloureuses et diverses. Le 24 août, rentrant à bicyclette, Albert Bira se trouve nez à nez devant un barrage effectué par la feldgendarmerie à la hauteur du pont du Moulin d'Amé. Il détient dans sa musette des crève-pneus, prend peur et se sauve en courant. Réfugié dans la cave d'une maison de la rue du Collège, il sera rattrapé et blessé sérieusement, puis traîné à pied par les feldgendarmes jusqu'à leur bureau, au 31 de la rue Saint-Sauveur, où il sera torturé et massacré. On ne retrouvera jamais son corps. Cette barbarie nazie est sans nul doute la conséquence de la nuit du 20 au 21 août. Le 24 août au soir, les premiers soldats de la 2e division blindée du général Leclerc sont à Paris. Par TSF, les Péronnais euphoriques et inquiets l'apprendront très rapidement. Le 28 août, il est bientôt minuit, nouvelle cruauté. Un groupe de 11 résistants FTP, dont 2 jeunes filles, agents de liaison, alors incarcérés à Saint-Quentin, sont conduits dans un camion bâché à la prison de Péronne. Arrivés à destination, le camion fait demi-tour. Par manque de place, leur dit-on. Sur la route du retour, un peu avant Vraigne en Vermandois, l'officier SS qui menait l'opération s'exclame « Vous êtes libre ». L'un peut s'échapper, sans être touché. Un deuxième, blessé sérieusement, décédera dans la nuit. Les autres n'auront pas le temps de courir. Au lieu dit la vallée perdue, 10 noms seront gravés sur le monument érigé à l'endroit du massacre. Cette énumération de régionaux, martyrs pour la patrie, est incomplète. Quelques noms encore manquent dans ce document. Il est impossible de nommer explicitement tous ces glorieux soldats de l'ombre, de tout savoir de leur combat, de tout dire de leurs actions, et pourtant ils ont souffert dans leur corps, dans leur chair, quand ils n'ont pas donné leur vie, pour que vive la France.